Nuance fétiche. On parle souvent de ce qu'on fait, n'est-ce pas ? De nos parcours, de nos rôles, de ce qu'on montre, et beaucoup moins de la manière dont on vit tout ça. Nuance fétiche, c'est un podcast qui parle de là, d'un endroit qui n'est pas toujours clair, pas toujours simple, pas toujours cohérent. Je m'appelle Marie-Agnès Opoku, a.k.a. Ama, et ici je rencontre des artistes, des professionnels de la culture. On parle de création, de travail, de choix, de contradiction, de ces moments où il n'y a pas une seule réponse, où la nuance invite, où elle aide aussi à avancer. Nuance fétiche. Aujourd'hui, je reçois deux femmes que je croise depuis longtemps dans les réseaux de l'industrie musicale, Juliette Metz et Cécile Bernier. Ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps, je vous ai croisées sans vraiment comprendre ce que vous faisiez. Je venais plutôt du monde du recording, du marketing, des artistes, et l'édition musicale restait pour moi un peu mystérieuse. Et puis, il s'est passé quelque chose l'année dernière. J'étais à la soirée des prix de la création musicale organisée par la chambre syndicale de l'édition musicale. Et tout à coup, je me suis retrouvée entourée de conversations passionnantes, des gens qui parlaient des œuvres, des mots, des auteurs. Et j'ai réalisé qu'il existait dans notre industrie deux chemins qui se croisent. Celui de la représentation des artistes que je connais bien et celui de la vie des œuvres qui peut être plus discret mais tout aussi essentiel. Et ces deux chemins me touchent profondément aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc j'avais envie de prendre ce moment pour discuter avec vous deux, qui incarnez ce monde-là depuis longtemps. Et peut-être essayer de mieux comprendre ce qui se joue derrière ce métier qu'on voit parfois moins, mais qui structure toute la musique. Mais avant de parler de votre travail, j'aimerais vous poser une première question très simple. Si vous deviez vous présenter sans parler de votre métier, vous diriez quoi ? Déjà, je m'appelle Cécile Bernier. Je suis une passionnée de musique qui a aussi erré dans le recording avant et qui un jour a découvert, qui de la même façon que toi, ne comprenait pas ce que les éditeurs faisaient et qui un jour a rencontré l'édition et a compris et a adoré ça et a commencé à prendre ce chemin. Génial. Et pour toi, Juliette ? Alors, si tu veux, sans parler de mon travail, qui a une part quand même assez importante dans ma vie, je dirais que je suis une femme engagée qui aime représenter les autres et devoir aller au combat. Et voilà, j'aime la représentativité, j'aime être là pour parler pour les plus faibles, les grands, les gros, les petits, tout le monde. Donc ça guide ma vie en général et pas que mon travail. On le sait fort, c'est donc aussi l'engagement et la représentation qui vous relient à la musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous relient à la musique, à la base de la base ? Comme je l'ai dit, la passion, découvert et allumé un jour par un certain Prince, qui m'a fait rencontrer une musique que je n'avais que peu fréquentée avant. Et ça arrivait comment ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Purple Rain. Je crois que ça a inondé notre année 1984, en particulier l'automne. Et aussi, il y avait à ce moment-là une émission que je regardais quand même régulièrement qui s'appelle HIP-HOP. La quoi ? HIP-HOP, okay. De Sydney. Okay. Il n'y a que les anciens qui ont la référence. Il a fait une spéciale Prince. Et c'est là que j'ai vraiment découvert en fait, tout l'univers de ce musicien. Et en fait, ça a commencé, j'ai étudié la médecine. Et j'ai quitté médecine. Maintenant, je suis là où je suis. Grâce à Prince ? À cause de... Oui, c'est le catalyste. Moi, j'aime bien la notion de catalyste. Qu'est-ce que tu entends par là ? Un catalyste, c'est en biochimie, d'ailleurs, on l'apprend en médecine. C'est une molécule qui permet à deux autres molécules qui prendraient un temps immense pour réagir l'une avec l'autre, qui les fait réagir immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rapprochement comme ça. Un choc. Ouais, le catalyse, c'est ce qui fait qu'une réaction, ça permet le vivant aussi, parce que le vivant ne va pas attendre des plombs que machin réagisse avec machin. Donc le catalyse, ça permet une réaction instantanée. Et est-ce que ça te parle, ça, Juliette ? De ce choc ou de cette première Et merci, Cécile, pour la description et la définition. Non, moi, j'ai envie de dire que la musique, c'était pas du tout une évidence pour moi. Je suis là complètement par hasard. J'ai la chance d'avoir dans ma famille un grand auteur, compositeur, interprète qui est-il ? Renaud, le chanteur Renaud. Et donc, depuis que je suis petite, j'ai dans ma famille quelqu'un qui vient et qui, dans ma cuisine, va jouer ses chansons qu'il n'a pas encore enregistrées, et d'avoir suivi le démarrage de sa carrière. Et donc,
pas du tout en ayant en tête de suivre ça ou d'y travailler du tout. C'était vraiment quelque chose qui faisait partie de notre famille. Et je suis tombée dedans complètement par hasard parce que j'ai fait une école de maquillage et qu'on m'a proposé de partir en tournée avec Renaud pour le maquiller. Voilà, donc le hasard fait bien les choses. Et j'ai découvert l'édition grâce à David Séchant, qui est mon autre oncle et qui m'a tout appris. Mais vraiment pas destiné, et c'était pas la passion qui m'a amenée là, c'est le hasard. Et après, je me suis passionnée. Mais il y avait quand même de la musique à la base ou pas ? Il y avait de la musique tout le temps. Mais pas du tout dans une optique professionnelle où ça faisait partie de la vie et de l'entourage, bien évidemment. Ouais. C'est un peu comme pour toi, puisque c'est Prince et la suite, parce que c'est vrai qu'on passe de la médecine à Prince. Oui, mais dans mon entourage, c'était pas la musique. Pas vraiment. Même si mon arrière-grand-père était chef de fanfare, je dirais pas que je m'en souvienne, et que mon père éventuellement jouait du piano. J'ai pas baigné dans la musique comme Juliette l'a fait, c'est pas du tout la même histoire. C'est vraiment une histoire personnelle dans ma famille, tout à fait unique en fait, de cet engagement de la musique et de ce parcours-là. Mais j'ai envie d'en savoir davantage. Donc, cette personne dans la famille qui est dans une fanfare. Ouais, mon arrière-grand-père. Okay. Ouais. Ça se faisait à l'époque, hein, c'était donc le début du XXe siècle, et il a dirigé la fanfare d'un village qui s'appelle Plailly pendant 45 ans, je crois, de sa vie. C'est où ce village ? C'est dans l'Oise. Okay. C'est un peu le berceau de la famille. Et j'ai encore des photos, j'ai son diplôme, j'ai de départ. Enfin bon, mais je l'ai découvert après. Ça c'est vraiment que c'est pas des souvenirs à moi, si tu veux. Mais ouais, il y avait de la musique quelque part, mais vraiment pas. Ça m'a pas été directement, tu vois, imprégné. Comme Juliette, vraiment, on sent vraiment que la musique était présente, vivante même dans sa maison. C'est pas du tout le cas chez moi. Ok. Après, l'approche est quand même aussi similaire. C'est que toi, Juliette, t'étais pas destinée à te dire « Ah, super, j'ai mon oncle, c'est ça ? Mon oncle qui est le grand Renaud, qui est un de ses artistes phares. » Mais tu te destinais pas à travailler pour lui, travailler avec lui ou travailler dans cette industrie. Et en même temps, toi, c'était la même chose. Pareil. Mais il y a toujours un élément qui nous mène, que ce soit une figure d'auteur, enfin un artiste. Et parce qu'au fond, votre métier, ça consiste quand même à accompagner les auteurs et les œuvres, les autrices et compositrices aussi. Comment vous expliquez votre métier à quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie ? Moi, je dis que j'accompagne les auteurs, compositeurs, autrices, compositrices quand les producteurs de phonogrammes, les labels accompagnent les interprètes. Déjà, il faut arriver à faire comprendre la différence entre la création et l'interprétation. Déjà, ça, c'est déjà une étape. Et après, on a tendance à dire, moi, j'ai tendance à dire qu'on est les managers des œuvres et qu'après, on suit ces œuvres-là pour trouver le maximum d'exploitation et le maximum de revenus. Voilà. Merci pour cette définition, parce que tu me l'avais dit quand tu as accepté qu'on creuse un peu sur l'édition que j'avais envie de creuser dans ton bureau. Et maintenant, je dis toujours, le manager gère la carrière d'un artiste et l'éditeur gère la carrière de l'œuvre. Absolument. Et pour toi, comment tu l'expliques ? Pareil, moi j'ajoute généralement je décris un petit peu les fonctions. Il y a trois pans dans l'édition. Il y a l'artistique, la gestion des droits et les licences. Alors l'artistique, c'est ce que rencontrent les auteuristes, compositeuristes d'abord, puisque c'est eux qui scoutent les auteurs, ceux qu'on va signer, des talents, et qui vont les aider à accoucher de leur œuvre, que ce soit artistiquement ou matériellement d'ailleurs. Et ensuite, tu as toute la partie de gestion de droits, donc tous ceux qui sont en relation avec la SACEM, avec les droits d'auteur, avec les royalties, donc toute la partie vraiment purement administrative. Et tu as une troisième partie qui c'est la licence, donc là c'est la synchro, les droits graphiques, etc. Tout là où tu peux placer des œuvres. In fine, on est effectivement des incubateurs d'œuvres de musique. Et moi, par exemple, venant du recording, donc côté plutôt label, où je travaillais pour les labels, j'ai eu l'impression pendant longtemps que l'édition était invisible. Enfin, j'ai l'impression que dans ce secteur, il y a tellement de choses à voir. C'est maintenant que je suis dans une position de manager où, évidemment, il faut que je sois en lien avec l'édition, le recording, avec le live. Mais au tout début, moi, je n'avais pas une consommation d'albums, donc je regardais l'œuvre.
Enfin, je regardais l'artiste et Regardez j'écoutais. l'artiste, c'est ça qui est visible. Et en fait, l'édition, c'est un métier en B2B. Donc déjà, on n'est pas connu du grand public, jamais. Je veux dire, franchement, si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il sait ce qu'est un éditeur, bravo. Ah, même encore aujourd'hui? Ah oui, même encore aujourd'hui. Ça veut vraiment, dire que je suis plongée non, dedans. Non, c'est vraiment un métier très peu connu, très peu compris. D'abord, on n'est pas très nombreux. Je crois qu'il y a à peu près 8000 membres, je crois. 8000 membres à la SACEM, et en salariés, on doit être dans les 400, je crois, 400 salariés. C'est vraiment pas grand-chose. C'est une petite branche, par contre, qui fait beaucoup de revenus et qui a une grande part en chiffre d'affaires, mais pas très nombreux. Donc, tu vois, tu vas pas rencontrer des éditeurs à tous les coins de rue. C'est pas un métier très, très répandu. Pas très connu parce que pendant des années, les éditeurs faisaient leur travail voilà, dans leur coin, et ça fait pas longtemps que on essaye justement de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'est ce métier. En fait, on le fait depuis que tout le monde veut être éditeur, pour expliquer ce que c'est vraiment le travail d'éditeur et quelles sont les obligations qui y sont liées et comment le faire correctement. Et puis aussi, il y a aussi le phénomène qu'on a pris le relais des labels dans le développement des nouveaux talents, y compris des artistes-interprètes qui sont auteurs-compositeurs, tu vois. À une certaine... Depuis la crise du disque, finalement, les labels ont un peu laissé tomber tout ça. Ils attendent que finalement les artistes-interprètes deviennent un peu plus... avoir des chiffres déjà. Et en fait, on a pris ce relais-là. On a pris le relais là. Et est-ce que vous trouvez que c'est un métier qu'on comprend toujours un peu trop tard, justement, pour relier à ce que tu dis, où les labels attendent du chiffre, alors que peut-être que c'est l'œuvre qui est à la base de la musique? On apprend. Je ne sais pas si ma phrase est claire d'ailleurs en disant cela. Il n'y a aucun moment où on apprend au sein des labels ce que c'est qu'un éditeur. Tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un qui t'a expliqué il ce a que fallu c'était. que je m'y intéresse. Voilà. Parce qu'après j'ai cet amour des mots, vraiment, je suis passionnée de chansons françaises, je peux te chanter plein de chansons de Renaud, et à un moment, c'est vrai que pour moi c'était l'artiste en lui-même. Donc après, quand je commençais à voir des artistes, à comprendre que c'était important qu'on soit sur la même lignée, moi je dis toujours cette phrase de l'artiste, c'est celui ou celle qui est capable de retranscrire sa réalité par son art, mais au-delà de ça, c'est quoi son art? Donc, est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est ceci? Après, quand j'ai compris qu'avoir 15%, il ne faut pas que ce soit 15% de rien. Donc, il fallait que je comprenne les différents métiers. Donc, une des premières questions, c'est moi, je ne veux pas d'artistes qui font que de l'interprétation. Je me dis, le Graal, c'est de pouvoir bâtir une carrière sur quelqu'un qui écrit sa vie. Et c'est là où j'ai pu comprendre ma définition de, OK, cette personne retranscrit sa réalité par son art, donc il l'écrit. Après, voilà, et il y a l'artiste-interprète. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'en dis, mais c'est à ce moment-là où je me suis intéressée à qui sont ces gens, en fait, qui gèrent ces œuvres. Et voilà, il y a vous. D'un autre côté, ça a été le cas pendant longtemps, toutes les années 70-80. Il y avait des interprètes qui n'étaient pas auteurs-compositeurs, ni autrices-compositrices. Et donc, tu as la possibilité aussi, je trouve que tu retrouves ça dans le rap aussi, parce que quand tu as les beatmakers, les producteurs et le rappeur, finalement, tu as quand même toute une équipe derrière lui de gens qui ne sont pas artistes-interprètes. Donc en fait, on trouve peut-être finalement cette ça revient, je suis d'accord avec toi. On ça est revient parce que pendant un bout de temps, on a eu que des artistes, enfin pas que, des ACI, énormément d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Il y avait, je pense, certainement lié à la crise du disque et à l'arrivée du streaming et le besoin de cumuler un maximum de rémunération et donc de jouer peut-être sur tous les tableaux. Et ça vient aussi de Dylan et la suite, en fait. Finalement, même dans l'histoire de la musique, il y a eu tout d'un coup une vague de gens, et c'était Brel et c'était Brassens de l'autre côté, de gens qui étaient les trois. Qui ont fait les trois, ouais. Ben, je trouve qu'il y a des phases, et là, on est effectivement revenu dans une phase où il y a des gens qui ne sont pas interprètes et qui composent ou qui écrivent. Et moi, je trouve, à titre personnel, je trouve ça chouette. Je trouve que on n'est pas forcément bon sur tous les tableaux, et donc il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas forcément des bons interprètes. Et c'est chouette qu'ils aient la possibilité de créer et que leur. J'avais pas mis assez de nuances. Voilà. Alors que ça s'appelle quand même nuance fétiche. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez compris que votre travail dépassait une fonction pour devenir un engagement? Donc au-delà des obligations d'être éditrice, est-ce que vous êtes dit, mais là,
c'est au-delà de ça. Tu as dit ces mots en parlant de tout sauf du rôle d'édition, mais c'était ton engagement pour représenter des plus faibles que soi. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus ? Moi, c'est clairement la rencontre avec les premiers compositeurs avec qui on a pu travailler dans le catalogue qu'on a développé chez Encore Merci, où j'ai compris notre rôle, en fait. C'est-à-dire le fait qu'ils arrivent avec des œuvres, qu'ils nous confient, et où j'ai senti la responsabilité qui pesait sur nous de trouver le maximum d'exploitation et que tout reposait sur nous et que en fait voilà, c'est un engagement en fait, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui était très fort, de se dire ils nous font confiance et ils signent un contrat d'édition avec nous. On doit être à la hauteur de cet engagement et de cette confiance qui est donnée. Et donc, oui, c'est un engagement. Et après, il y a l'engagement plus syndical, où Cécile et moi sommes à la chambre syndicale. Et ça vient après, quand on se sent plus à l'aise et qu'on a envie de participer aux discussions, d'être autour de la table. Merci beaucoup. Et pour toi, Cécile, l'engagement. C'est à peu près la même chose, mais qui s'exprime dans une autre forme. C'est-à-dire que moi, comme je suis une scientifique, finalement, ce qui m'a aussi, qui a aussi cliqué par rapport à l'édition, c'est toute cette hyper complexité des différents droits de l'édition. Et souvent, les autoristes, compositoristes ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur de la SACEM, finalement, qui est une espèce de usine à gaz un peu. Alors la SACEM, tu vois, à chaque fois, on dit la SACEM comme si c'était un être maléfique. Et en fait, c'est aussi l'engagement qu'ils aient confiance en moi, de savoir ce qui se passe et d'assurer qu'ils aient l'intégralité de leurs droits qui leur soient versés. Merci pour tout ça. Est-ce que vous voudriez bien partager une œuvre ou un auteur marquant qui vous a guidé justement dans cet engagement ? On peut reparler de Renaud, mais il y a eu d'autres rencontres. Oui, après... je ne sais pas s'il y en a en particulier. Moi, dans mon secteur, on est dans ce qu'on appelle la librairie musicale. Donc, c'est la musique qui est uniquement dédiée à la synchro, qui est pour l'usage audiovisuel. Et donc, c'est une multitude d'auteurs-compositeurs. Donc, je n'aurais pas un artiste à mettre en avant. Bien sûr, Renaud a joué un rôle essentiel dans ma vie parce que être proche de quelqu'un qui crée et de voir ce que ça donne et d'avoir cette fierté quand même, je ne veux pas dire le contraire, quoi, bien sûr. Voilà, de voir le talent, c'est toujours, ça reste impressionnant. Moi, je reste toujours impressionnée par la création et de se demander d'où ça sort. Voilà, c'est fou, donc ça m'impressionne toujours. Est-ce que ça te parle aussi, Cécile ? Ah oui, non, effectivement, c'est toujours extraordinaire de croiser des artistes et de les voir exprimer leur art. Moi, j'ai une affection particulière pour Irène Dresel, dont je trouve c'est pas seulement de la musique quand elle est sur scène et qu'elle joue, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi finalement de l'art contemporain immersif. Alors, ça va peut-être donner envie à tout le monde de partir en courant que je dise ça, mais on est encore là. Parce que c'est en fait une expérience extrêmement sensuelle de se retrouver, mais comme sur une piste de danse finalement, au milieu d'une foule de gens qu'on ne connaît pas, et de rentrer dans cette vibe. Moi, je suis quelqu'un qui a passé pas mal de temps sur le dance floor, donc ça, je suis toujours très sensible à ça. Et est-ce qu'il y a eu aussi des moments difficiles dans l'accompagnement parce qu'il y a ce moment de création où quelque chose sort de cette réalité que l'artiste nous permet, enfin, le créateur et la créatrice nous permettent de partager, d'accompagner. Mais est-ce qu'il y a des moments où, je sais pas, une dissonance ou des choix où justement vous vous dites là, la création part je ne sais où? Moi, je dirais qu'il y a eu plein de moments difficiles parce que nous, on est parti de rien. Voilà, quand on a créé les éditions Encore Merci, on est parti de rien en n'y connaissant absolument rien en librairie musicale. Donc, c'était vraiment l'aventure et ça a mis du temps. Voilà. Et donc, les moments difficiles, c'est quand tu y crois à fond, que tu as l'impression de mettre tous les moyens et que les retours ne sont pas à la hauteur de ce dont tu as besoin pour continuer et qu'il faut se serrer la ceinture et que ça fait douter. Mais pour autant, on n'a jamais abandonné et on a bien fait. Mais oui, ça, c'est des moments difficiles. Quelle est la recette magique ?
Il n'y a pas de recette magique, c'est le travail et l'implication et avoir des bonnes équipes. Enfin si, la recette magique, c'est avoir des bonnes équipes. Le travail, bien évidemment, qu'il faut bosser. Mais avoir des bonnes équipes, c'est important s'entourer de se le des bonnes personnes qui font correctement leur travail, qui sont impliqués, qui sont loyaux. Et ça, moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance. Mais il faut aussi se le construire et en être conscient. Je suis vraiment contente que tu dises ces mots, travail et entourage, parce que c'est vraiment ça qui guide et qui nous permet d'aller là où on a envie d'aller, sans savoir en fait qu'on y va. Et toi, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, Cécile ? Alors, moi, je ne suis pas dans le même contexte. Je suis arrivée, c'est une filiale d'un groupe indépendant allemand, international, qui appartient à toujours la même famille, la famille Boude. But de musique. Donc, j'ai pas ces moments difficiles d'avoir à construire des choses. Je reprends finalement une entreprise qui est déjà... Ce qui peut être difficile, la reprise. Oui, mais justement, elle est difficile parce que tu arrives où justement, c'est pas ton équipe. Et donc, il faut arriver à la construire. Et Juliette l'a très très bien dit, arriver à s'entourer des gens avec lesquels, alors moi, c'est très important. On va rigoler. Et travailler dans la bonne humeur et aller vers le même but. Et je crois y être parvenue. Toujours, ou c'est l'expérience qui fait ça ? Parce que non, c'est pas clairement, moi, ce sont les mauvaises rencontres qui me permettent de me dire « Ok, maintenant, écoute-toi ». Non, ce que je veux dire par là, j'y suis arrivée parce que l'équipe que j'ai à l'instant T, pour moi, elle répond à cette définition. Okay. Voilà. C'est les 9 personnes qui sont maintenant avec moi, ils sont totalement, je ne sais par quel miracle, en phase avec ma philosophie et on s'entend très bien et on est parmi les plus brillants et les plus rigolards généralement au PCM. Et voilà. J'adore. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on vous regardait avant de vous écouter dans ce métier ? Parlons de femmes dans cet espace. Eh ben moi, non, pas du tout. Enfin, cette question-là m'a interrogée. J'ai jamais ressenti ça. Cécile, t'as déjà ressenti ça ? Non, en tant que femme, en général. Pas que en tant que femme, mais en tant que femme en général. On voit quoi. Et effectivement, tu parlais de ma taille, je suis 1m80. C'est pas banal pour mon âge, pour ma génération. Et qu'est-ce que j'ai pu l'entendre cette phrase-là ? Alors que moi, tu vois, quand t'es arrivée, j'ai parlé de ta taille pour me dire. En dehors du genre, qu'est-ce que je pourrais dire, alors que ça n'a jamais été une question pour moi. Mais je me suis jamais dit Cécile est grande, mais peut-être parce que je suis grande. Oui, et puis t'es plus jeune de ta génération, il y en a beaucoup plus. Moi, j'ai quasiment 60 ans cette année. Je dépassais d'une tête à peu près tout le monde de ma classe. D'accord. Et en plus, être une femme plus grande que les hommes, donc, que la majorité des hommes que tu croises, c'est un problème, manifestement. Donc, oui, ça reste quelque chose qui existe. Je crois que même maintenant, on me parle de ma coiffure, parce que je me suis coupé les cheveux l'année dernière. Donc, il y en a qui me parlent de ma coiffure. Oui, on aime parler de l'enveloppe. Et donc, pour toi, Juliette, ça ne te parle pas parce que... En fait, je ne fais pas attention. Tu vois, c'est comme souvent des réflexions où quelqu'un va me dire... on t'a dit ça parce que tu es une femme. En fait, je suis une femme et je suis très à l'aise avec mon genre, ma féminité, tout ce que tu veux, mais je ne réfléchis pas à ça et donc je ne fais pas attention. Et ça m'est arrivé rarement de me dire « Ah, lui, il est complètement misogyne » parce qu'en fait, il ne me parle jamais, il me parle toujours à mon associé et pas à moi. Mais ça a dû m'arriver 2 fois dans ma carrière. Le reste du temps, je ne fais pas attention. Donc, les gens m'énervent, je vais réagir, mais je ne vais pas me dire « C'est parce que je suis une femme qu'il y a eu des réactions comme ça ». Et sur la manière d'être regardée, oui, je pense que je fais pas attention. Donc, c'est certainement arrivé, mais voilà. Oui, après, cette question m'est arrivée après mûre réflexion. Je pense qu'on est plutôt alignés là-dessus. C'est petit à petit, quand il y a des questions qu'on nous pose à chaque fois, moi, ça va être évidemment « tu viens d'où ?» Alors que je ne suis pas née en disant « ah, cette question veut dire que ce sont des propos racistes ». À aucun moment, on fait ce truc-là. Moi, je viens d'un petit village, une petite ville du Nord où personne ne me ressemblait. Ce mot racisme n'existait pas. C'est en arrivant à Paris avec ces gens qui sont plus éduqués, qui connaissent tous ces mots, où il y a les manifestations. Enfin, moi, je me manifestais pour rien dans mon petit Nord. Et c'est je pense que c'est au moment d'arriver dans l'industrie musicale où je ne me suis jamais autant sentie femme
et aussi noir. D'accord. Alors que je me définis métisse, une nuance fétiche. Mon père est noir, ma mère est blanche. Un mélange des deux. J'ai vraiment vu que j'étais Cette manière seule, en d'être fait. regardée. Ouais. Et en même temps, je vous ai connu dans quel réseau? MEWEM. MEWEM, qui est un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs, minorités de genre, entrepreneurs de l'industrie musicale. Donc, il y a quand même aussi cette réflexion de pourquoi on crée ces réseaux. Peut-être parce que finalement, il y a une différence dans cette industrie. Peut-être que... Ah, mais c'est évident C'est qu'il y un a boys besoin. club. Ouais. C'est un boys club. Il y a un besoin évident, ça c'est absolument clair. Mais je disais juste que moi, c'est vraiment, en fait, je pense C'est que ton je expérience suis... personnelle. Voilà, c'est mon bien expérience sûr. personnelle, mais parce que je fais pas 1m80, je ne suis pas métisse, donc je me suis moins sentie regardée ou remarquée ou pris des remarques de ce genre. Oui, de toute manière, c'est de toute toujours des niveaux différents. Moi, ça va être ma couleur de peau, mes cheveux, ma taille. Enfin, ça peut être tout. C'est vraiment l'enveloppe, et je pense que c'est aussi notre force. Parce que moi, quand je vous ai vu la première chose que j'ai vue de vous, moi, c'est votre sourire et le fait que vous m'ayez reconnu. Bonjour, moi, c'est Juliette, comment tu t'appelles? Ah, je t'ai repéré là, là, là. Et c'est en même temps ce qui fait que vous êtes là autour de moi. Et c'est quand je vous ai fait cette introduction, pour moi, c'est la bienveillance qui sort de vous, la générosité, le sourire. Mais d'autres personnes peuvent voir d'autres choses. Parlons transmission et engagement. Qu'est-ce que votre travail vous permet de défendre concrètement? Le droit d'auteur, Ouais, le droit d'auteur, Le droit absolument. d'auteur. Ouais. c'est le cœur du métier. Et le droit d'auteur dans l'ère du streaming, ça donne quoi? En fait, à travers les âges, finalement, le droit d'auteur perdure à travers les révolutions technologiques. C'est-à-dire que un jour, on a inventé l'enregistrement. Les éditeurs faisaient des partitions papier. Ça aurait pu très bien Disparaître, oui. disparaître. Ça n'a pas disparu. En fait, il y a une adaptabilité de l'édition musicale qui est bien plus grande que le recording, en fait. Parce qu'une œuvre, quelle que soit sa forme, papier, enregistrement, tout ce que ce qu'on pourrait inventer dans les années à venir, ça reste une œuvre. C'est beau, j'ai envie de finir le podcast là-dessus. C'est vrai. En plus, l'intonation, ça reste une œuvre. C'est beau. C'est magnifique. Tu voulais ajouter quelque chose, Juliette? Non, juste compléter le droit d'auteur. Je pense que c'est ça qui nous fait nous battre au quotidien. C'est le respect de la création. C'est vraiment essentiel et c'est ça qui nous motive. Oui. Vous n'avez que des phrases signatures. Et justement, je vais venir avec la question signature du podcast. Parce qu'on n'oublie pas que le podcast s'appelle Nuance fétiche. Quelle est la nuance vous concernant que vous aimeriez que les gens comprennent enfin? Est-ce que vous voyez ce que j'entends par nuance? Vas-y, décris. J'ai ma définition de la nuance. La nuance, c'est, on est dans un monde... après, ce que j'entends par nuance, c'est la diversité des talents et la richesse des différences, mais c'est aussi le courage de la nuance. J'avais acheté ce livre de Jean Binôme qui mettait en avant des figures historiques qui avaient osé dire « moi, je ne suis pas d'accord ». Et généralement, quand on parle de nuance, on peut penser que c'est aussi neutre. Mais être neutre, c'est n'avoir aucun avis et se reculer. Et donc finalement, c'est ne pas avoir le courage de la nuance. Vous, quelle est votre nuance qu'on ne perçoit pas? Donc, je sais que vous êtes des femmes bienveillantes, qui travaillent, qui ont de l'engagement, qui êtes éditrices, qui ont créé telle chose, tel prix. Mais quelle est la chose qu'on ne saisit pas directement et qui vous est important? Ou juste la nuance que vous aimeriez que je saisisse ce soir? Je ne sais pas si moi j'ai une nuance. Non, mais j'ai l'impression d'être très lisible et très claire dans ce que je suis et ce que je défends. Donc j'essaye de réfléchir sur... Il y a un truc sur lequel j'ai souvent besoin d'expliquer, c'est... Peut-être ça, voilà. Un de mes motos, c'est de rendre ces lettres de noblesse à l'opportunisme. C'est-à-dire que l'opportunisme, c'est un mot qui est vécu comme un truc très moche, où on marche sur la gueule des autres et où on se met en avant pour arriver à quelque chose et où il n'y a pas de respect. Et en fait, j'aimerais qu'on change cette définition
Parce que pour moi, l'opportunisme, en fait, ça devrait être se saisir des opportunités qui sont à notre disposition pour avancer soi ou faire avancer les autres, mais dans un truc positif, pas pour marcher sur les autres et pas pour les écraser, mais pour se dire je suis aux aguets, je suis en veille et j'essaye de voir toutes les opportunités que la vie m'offre et d'essayer de les saisir. Voilà. C'est beau. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Dutronc, L'opportuniste. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Et peut-être que c'est plutôt c'est encore plus fort. Pour toi, c'est vraiment se dire, il faut un peu tout voir, tout explorer et se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais il faut expérimenter pour savoir. Ouais, parce que l'opportuniste, c'est connoté, mais l'opportunité, c'est une bonne chose. Voilà, exactement. C'est génial. Tout à fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de continuer après toutes ces années dans ce métier ? Le droit d'auteur. C'est le meilleur métier du monde. C'est un métier formidable. Qu'est-ce que tu voudrais Vous faire comprenez pourquoi j'arrête pas de vous répéter je veux être éditrice. Maintenant, c'est le travail et l'entourage. Eh bien, merci pour cet échange. Franchement, c'était super. Ça aurait pu durer encore plusieurs minutes. J'avais encore plein de questions en stock. Vive l'édition, vive le droit d'auteur. Vive la vie, vive vous. Merci. Vive Nuance Fétiche. Et vive la musique. Et vive la musique. Merci. Nuance Fétiche. C'était Nuance Fétiche, un podcast porté par Marie-Agnès Opoku avec l'univers sonore imaginé et réalisé par Sébastien Blanchon. Écriture et interview Marie-Agnès, musique, habillage et mix Sébastien, enregistré à la Gaîté Lyrique. Merci d'être avec nous.